on a évoqué la cause de cette crise des carburants, évidemment, cette guerre en Iran et le blocage du détroit d'Ormuz. Il y a des pourparlers qui doivent redémarrer normalement dès demain au Pakistan, à Islamabad. On va voir avec notre correspondant sur place, Philippe Krauter, s'ils vont bien repartir, parce que l'Iran, pour l'instant, bloque. Est-ce que vous pensez, Gérald Olivier, qu'il y a une chance pour que ces pourparlers reprennent, alors que le cessez-le-feu s'arrête là dans 48 heures? Que les pourparlers reprennent, oui, il y a une chance. La preuve, c'est qu'il y a une délégation américaine qui, techniquement, est en route, qu'elle inclut le vice-président de J.D. Vance. Donc, il ne se déplace pas pour rien, a priori. Comment ? A priori, il ne se déplace pas pour rien, voilà. Même si une mauvaise surprise est toujours possible. Par contre, même s'il y a des discussions, est-ce qu'elles aboutiront ? Ça, c'est une autre paire de manches, comme on dit. Et puis, si elles aboutissent, à quoi est-ce qu'elles vont aboutir ? C'est extrêmement incertain. Par contre, ce dont je suis persuadé, c'est qu'en cas de pire, la guerre reprendra. Oui, ça, c'est une certitude. Général Delors, tout à l'heure, on a entendu Emmanuel Macron évoquer le fait que la France n'avait pas été touchée. Donald Trump avait évoqué le fait qu'un bateau français avait été touché par des tirs de semences iraniens. Lui, le président Macron, ne dit pas du tout. Ça vous étonne qu'il infirme ainsi les informations émises par le président américain ? Oui, parce qu'on peut toujours discuter sur la nature du bateau touché, à qui il appartient, par qui il est affrété, par qui il est assuré. Donc je pense que notre président doit avoir de bonnes raisons d'affirmer ce qu'il dit. Et le président Trump a fait peut-être une généralisation du fait de l'appartenance de bateau. Il avait été très précis. Il avait parlé à une de nos consoeurs en disant c'est un bateau français qui a été touché. Demandez à votre président. Oui, il est coutumier quand même d'un certain nombre d'annonces. Donc. Absolument, Éric Revel. Mais non, mais je crois qu'Emmanuel Macron fait de la politique surtout. C'est-à-dire que s'il admettait que c'était un détachement français de la Finule qui avait été visé en tant que tel au Liban, s'il admettait qu'un navire français, donc, la marche suivante, c'était de dire, mais alors on fait quoi ? La France ne peut pas rester les bras ballants. Donc en disant, c'est pas la France qui est visée, il évite la question supplémentaire, me semble-t-il. De toute façon, c'est le monde libre qui est visé, de toute façon, dans cette guerre. À partir du moment où on ne regarde pas le réel en face, c'est l'ensemble du monde libre. Évidemment, en première ligne, il y a Israël, il y a le peuple iranien, il y a le peuple libanais, mais en réalité, c'est le monde libre qui est visé, et c'est véritablement dommage que le président de la République ne mette pas les mots sur le réel. Gérald Olivier, il y a aussi cette bisbille entre Donald Trump et Emmanuel Macron, qui à la fois s'entendent bien et en même temps sont parfois comme chien et chat. Oui. Maintenant, il faut comprendre les enjeux de la situation. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer quand même en Iran, ce qui a été lancé le 28 février, c'est un tournant géopolitique mondial. C'est-à-dire que l'entreprise américaine vise à renverser un régime qui déstabilise le monde depuis un demi-siècle. Et pas simplement les États-Unis. Le Moyen-Orient, qui a fait des victimes françaises avant celle du conflit, à Beyrouth, et on l'a dit autour de cette table à maintes reprises. Donc ce qui surprend Donald Trump, c'est qu'il n'ait pas le monde avec lui. Parce qu'il estime être en train de faire le sale travail. Lui et les Israéliens font le sale boulot, mais s'ils parviennent à leurs objectifs, eh bien, ils débarrasseront le monde d'un acteur extrêmement mauvais qui n'a cessé de déstabiliser la région, de financer le terrorisme, qui est grandement responsable des événements du 7 octobre 2023 en Israël, de cet affreux pogrom, qui est responsable de tout ça. Et il ne comprend pas pourquoi certains pays alliés comme la France ne participent pas de plus près et au moins offrent un soutien moral, si ce n'est que d'ouvrir son espace aérien aux avions américains, qui, Dieu sait, n'est pas grand-chose, il n'arrive pas à l'admettre. Donc, inévitablement, comme tous les rapports avec Donald Trump sont des rapports personnels d'abord, il s'en prend au président. Mais est-ce qu'on est sûr que parmi les buts de guerre américains, il y a la chute du régime ? Parce qu'il a dit à plusieurs reprises. Non, il n'y a pas la chute du régime. Le régime a déjà changé, etc. Alors que la répression est sanglante en ce moment même dans les rues de Téhéran. Alors, le régime a changé parce que les 50 ou 60 plus hauts dignitaires ont été éliminés. Donc, inévitablement, c'est plus les mêmes qui sont en place. Mais dans les buts de guerre initiaux des États-Unis, il n'y a pas le changement de régime. Il y a les conditions du changement de régime. Et d'ailleurs, il l'avait dit dans sa première déclaration, à l'issue des bombardements, le peuple iranien pourra reprendre son destin en main. Donc, on n'est toujours pas à ce point-là. C'est d'ailleurs ce qu'on peut un petit peu regretter et ce qui crée une forme d'impatience aux États-Unis vis-à-vis de l'évolution du conflit. Marc Toitut, ça veut dire que potentiellement, si c'est pour parler n'aboutissent pas, les bombardements américano-israéliens peuvent reprendre. Oui, tout à fait, mais surtout le vrai enjeu, c'est que ça veut dire que les prix du pétrole vont continuer également d'augmenter. Je parle pour nous là aussi, mais c'est là où ça surprend de la part de la France, parce que justement, si la France était engagée, non pas militairement, mais au moins diplomatiquement, par exemple, quand il fallait protéger le détroit d'Ormuz, peut-être qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça, c'est quand même très choquant
choquant. Et moi, je pense également à l'après-guerre. Espérons donc avec une issue favorable pour la paix dans le monde. Et à partir de là, les Français se sont un petit peu mis à dos certains pays du Golfe qui sont, vous savez, aujourd'hui, quasiment 34% les armements que nous vendons, c'est les pays du Golfe qui l'achètent. Donc après, est-ce qu'ils vont continuer d'acheter autant ? Vous voyez, donc là, on a pris des risques inconsidérés. Puis surtout, l'image qu'on renvoie finalement, on a parfois l'impression que la France soutient le régime d'Ebola contre les États-Unis. Non, quand même pas, Marc. Je dis l'impression. Parfois, ça peut donner ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est ça qui aujourd'hui, je pense, est dangereux. C'est que tant que la situation n'est pas pacifiée, eh bien, les prix du pétrole vont continuer d'augmenter. Donc il y aura effectivement plus d'inflation chez nous. Donc c'est là où la France aussi pourrait agir de ce point de vue. Vous voyez, on parle de négociations, de reprise des négociations. Bon, moi, voilà, on parle de pouvoir d'achat, d'augmentation du prix de l'essence, qui pose des tas de problèmes dans les pays entre guillemets riches. Mais je voudrais aussi avoir une pensée pour les peuples israéliens, gazaouis, libanais qui se demandent si la force Tsahal qui est en train de s'installer au sud du Liban est une force d'occupation, une force qui va partir. Parce qu'on peut tuer des terroristes, sans doute. On peut peut-être même arriver à les exterminer, mais on ne tue pas une idéologie. C'est ce qui m'inquiète. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les enfants Hezbollah, les enfants gazaouis qui assistent à ce type de spectacle, en fait, ce sont, à mon sens, ce sont potentiellement des terroristes ou des gens armés qui vont prendre les armes contre Israël. Donc on peut éradiquer et le peuple iranien à qui on a dit soulevez-vous Trump et on vient vous libérer et qui à mon avis là est le grand oublié, le grand perdant de toute cette séquence. Donc que les négociations reprennent. Parce qu'ils ont été quand même les Américains. Ils ont été pour ne pas demander aux Américains de venir. Ils sont quand même venus. Oui, je suis d'accord. Donc n'oublions pas que si on casse par contre l'origine du financement, en l'occurrence le régime d'Ebola, ça pourra se arrêter. Ils sont en train de le faire. Que va supporter le peuple iranien ensuite, à qui on a dit on vient pour vous libérer? C'est le grand. C'est le grand enfant qu'il est libéré. Monsieur Olivier et le justement, général. Donald Trump n'a pas dit on vient pour vous libérer. Il a dit spécifiquement qu'on n'ira jamais sur place pour vous libérer. Par contre, on vous donnera les moyens de le faire. Au début janvier, le régime a tué des dizaines de milliers de ses propres citoyens. On ne sait pas combien, mais il est acquis qu'il en a tué beaucoup parce qu'il avait les moyens de le faire. Ce que les Américains sont en train de faire en partie et les Israéliens aussi, c'est de priver le régime des moyens d'une telle répression au cas où les manifestations reprendraient. Pour moi, le régime iranien, il est à bout de souffle et il va tomber. La question, c'est quand et comment. C'est quand et comment. Alors, et le peuple aura l'occasion, à un moment, de reprendre les choses. Général Delors. Vraisemblablement, autant de chances que les combats reprennent, que les pourparlers débouchent sur quelque chose. Donc, toute la machine de guerre américaine est prête. Les Israéliens aussi, ils sont prêts. Alors, donc, cette campagne va reprendre. Donc, il faudrait peut-être commencer déjà à envisager ce qui pourrait se passer dans l'hypothèse d'une reprise sur plusieurs semaines des combats. Ouais. Et le deuxième élément qui est important et qui est bloquant, c'est que quelle que soit la puissance aérienne disponible, et des dégâts sont dévastateurs, ils peuvent l'être encore plus, ça n'amène pas l'effondrement de l'adversaire. Et cet effondrement, c'est-à-dire que l'action aérienne n'est pas suffisante. Il faut quelque chose à terre. Et ce qui ne se passe pas, en tout cas pour le moment, c'est en Iran un mouvement interne qui soit suffisamment structuré et armé pour profiter de la circonstance, pour amener à une prise de conscience militaire sur le terrain et avec une forme de révolution interne. Tant qu'elle ne se passera pas, eh bien, il n'y aura pas véritablement de changement de régime. Autre point chaud, la frontière entre Israël et le Liban, on l'a évoqué, Pauline Treffner et Fabrice Elsner sont sur place. Bonsoir à tous les deux. Pauline, Emmanuel Macron a dit tout à l'heure, lors d'un déplacement en Pologne, que le soldat français qui avait été tué au Liban, eh bien, la France n'avait pas été visée spécifiquement par le Hezbollah. Il y a des réactions au côté israélien ? Non, Laurence, il n'y a pas de réaction pour le moment, mais on sait que le Hezbollah, lui, a affirmé cet après-midi qu'il s'apprêtait à franchir la ligne jaune dessinée par Tsahal entre la rivière Litani au Liban et Israël. Une zone tampon de l'armée israélienne, sauf qu'il faut bien comprendre que c'est à proximité de cette zone qu'a été tué samedi ce soldat français, ce casque bleu, car la FINUL est présente dans la région pour assurer une mission
plan de sécurité. Alors avec de telles déclarations du Hezbollah, on peut donc s'attendre à de nouvelles attaques contre l'armée israélienne, mais aussi contre la FINUL où opèrent des soldats français. On voit bien ici, Laurence, que la situation reste extrêmement tendue. Encore tout à l'heure, nous étions à la frontière libanaise avec Fabrice Elsner et nous entendions encore des tirs d'artillerie et des combats au sol. Ce que l'on comprend en réalité, c'est que le Hezbollah cherche à déstabiliser les pourparlers entre le Liban et entre Israël. Merci beaucoup, effectivement, Pauline Tresner et Fabrice Elsner qui sont sur place en Israël. Laetitia Guinan, on voit évidemment que le Hezbollah joue son atout. Là, ça y est, il faut qu'ils arrivent à antagoniser encore au maximum la situation. Oui, il y a une forme d'hallali quand même, malgré tout. C'est vrai il faut un tout petit peu aussi dézoomer. On analyse une guerre qui normalement est beaucoup plus longue que ça. Aujourd'hui, on est en commentaire simultané. C'est vrai que tout nous paraît très lent, tout nous paraît très long, etc. Mais on a quand même une situation. Le Hezbollah est de plus en plus enserré. Malgré tout, il s'est recomposé. Mais l'Iran, le régime des Iraniens, des gardiens de la révolution, est de plus en plus aussi affaibli. Effectivement, on ne sait pas quand ça va tomber. Peut-être que ça prendra encore plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais il est exsangue. Et aujourd'hui, la fermeture d'Ormuz, cette fois par les Américains, ne leur profite pas en premier lieu à eux. Donc ça, c'est vrai, c'est une donne. Le Hezbollah, effectivement, il faut voir un peu la situation aujourd'hui. La Syrie, qui était jusque-là, n'est plus un allié du Hezbollah. Le Hezbollah est enserré. Il y a des négociations qui sont en train de se mener entre le président, justement, libanais, qui est lui-même soutenu, Ayoun, qui pour l'instant, effectivement, n'a pas beaucoup de pouvoir. L'armée libanaise, on le sait, est dans un effet de déshérence, mais la direction libanaise aujourd'hui est soutenue, a été mise en place par le Qatar, par la Jordanie, par l'Égypte, par les États-Unis. Et donc il y a un bloc de soutien en fait de la plupart des pays arabes, du Moyen-Orient et des États-Unis et même d'Israël. Et donc on est possiblement, effectivement, enfin dans quelque chose qui serait de l'ordre d'un accord. Et évidemment, une des grandes gageures, ça va être de pouvoir reprendre la main militairement, sécuritairement, pour faire appliquer cet accord s'il a lieu. Mais un des avantages aussi, c'est que le président actuel du Liban est justement l'ancien chef d'état-major des armées. Donc il a aussi une caution. Sa propre armée. Il a une caution malgré tout dans ses troupes. Et qu'aujourd'hui, on est possiblement quand même, dans un moyen terme qu'on souhaite, dans une pacification de cette région. Alors, Général Delors, vous connaissez bien le terrain, et notamment le Liban. Est-ce que vous pensez que ce que dit Laetitia peut survenir ? Je souscris à votre idée, mais je ne suis pas aussi optimiste que vous, loin de là. Pourquoi ? Parce que depuis des dizaines d'années, on voit à peu près toujours le même scénario, c'est-à-dire le pouvoir central à Beyrouth qui est incapable d'avoir la mainmise sur le sud du Liban. Le sud du Liban qui pour un temps a été tenu par les groupes palestiniens et puis ensuite par le Hezbollah. Et donc on a toujours ce même problème des provocations vis-à-vis d'Israël avec en toile de fond le même problème qui est un problème idéologique, qui est le problème de ces mouvements dirigés par l'Iran qui ne veulent pas de l'existence d'Israël. Et donc, quelle que soit la puissance militaire qu'on peut appliquer, tant qu'il y aura dans leur tête l'idée que Israël est un frein au développement du monde musulman, on aura toujours le même problème. Donc, je crois que même si on obtient des résultats dans le domaine des missiles balistiques, de l'uranium, etc., s'il reste la même empreinte à Téhéran, on aura eu une grande campagne militaire cette année, en 2026, mais peut-être dans 5 ans, on en aura une au moins aussi grande. Malheureusement. Rachel Kahn, sur cette situation au sud Liban. C'est-à-dire que... Et le Hezbollah qui il ne se laissera pas désarmer. Non, mais le Hezbollah, de toute façon, ne veut pas la fin de la guerre. Et par ailleurs, il utilise exactement les mêmes méthodes que le Hamas dans la bande de Gaza, c'est-à-dire avec cette ligne jaune. Et par ailleurs, c'est un terrain qui est miné. Donc cette lâcheté aussi de miner un terrain, justement, pour ces soldats, ces casques bleus, la FINUL, etc., c'est extrêmement dangereux. Il n'y a en réalité pas de cessez-le-feu réel. Un terrain miné, ça veut dire des morts potentielles et une tension extrêmement présente, à la fois désastreuse pour les populations du sud Liban et je pense évidemment aux populations du nord d'Israël. Du nord d'Israël qui sont en permanence visées par des roquettes et des missiles. Gérald Olivier, on est dans une situation évidemment avec deux fronts, le front iranien et le front du Hezbollah. Et
les Américains qui laissent les Israéliens gérer ce qui se passe au Liban, en excluant la France, évidemment. Ça, ils sont d'accord là-dessus, j'imagine ? Oui, absolument, surtout que, j'ai envie de dire, ce n'est que leur guerre indirectement. Ils soutiennent parfaitement l'effort d'Israël, mais l'objectif des Américains, il est centré sur l'Iran. Et pour eux, la question, sans forcément être résolue, on ne peut pas tuer une idéologie, mais on peut priver cette idéologie des moyens de subsister. Or, aujourd'hui, c'est vrai que le Hezbollah est totalement isolé, que les canaux qui passaient par la Syrie pour l'entraînement, pour le financement, pour tout l'équipement militaire, ils n'existent plus, et qu'à terme, c'est un mouvement qui va se retrouver asphyxié. Maintenant, il faut aussi comprendre une autre chose. Dans les objectifs américains actuels, vous avez des objectifs de fond vis-à-vis de l'Iran, qui sont l'abandon du programme nucléaire et puis la récupération de l'uranium semi-enrichi qui est déjà produit. Mais ce qui gêne le monde aujourd'hui, c'est le détroit d'Ormuz, parce que c'est lui qui perturbe l'économie internationale. Or, militairement, et mon général pourra peut-être le préciser ou nous aider, mais ce qu'on entend aux États-Unis de la part de certains, c'est que ouvrir, entre guillemets, le détroit d'Ormuz militairement, c'est très faisable, à condition d'avoir envie de le faire. Et si Français, Anglais, Européens, Japonais, Chinois, tous ceux qui dépendent économiquement de ce détroit avaient envie de l'ouvrir contre l'Iran, je pense que ce serait quelque chose qui serait très facile à faire, militairement parlant. Et facile à mettre en place, Général Delors ? Très facile, peut-être pas. Peut-être pas très facile, mais militairement faisable. Oui, alors c'est faisable. Ça ne veut pas dire qu'après, il n'y aurait aucun risque. Je veux dire que, notamment sur cette fameuse histoire de mine, d'ailleurs, personne n'a jamais vu un homme qui avait vu une mine. Voilà. Donc, oui. Dans le détroit d'Ormuz. On ne sait pas s'il y en a, personne n'a vu aussi l'homme qui pouvait dire qu'il n'y avait pas de mine. Absolument. Donc, d'une manière ou d'une autre, après la période très chaude que nous vivons, il y aura besoin d'y aller et de constater qu'il y a ou pas des mines. Ne serait-ce que pour rassurer les affréteurs, les assureurs, les marins et tous les possesseurs des 2000 navires qui sont en attente d'entrer ou de sortir de ce fameux détroit d'Ormuz. Donc ça reste une nécessité. C'est pour ça qu'effectivement, nous pourrions faire, nous, les quelques pays européens qui disposent encore de quelques navires un peu spécialisés pour ce genre de truc, pourraient le faire. Ça serait un apport, en tout cas, ça ne serait pas décisif dans la reprise, le contrôle d'Ormuz, mais pour nettoyer Ormuz, il va falloir quand même taper très fort. C'est-à-dire que c'est faisable, mais il faut taper. D'autant que les Américains n'ont pas besoin, économiquement parlant, par rapport non, aux Européens, ils ont très peu besoin. Donc c'est pour ça qu'en fait, ils doivent aider les Européens. C'est les Européens et les Asiatiques qui ont le plus besoin. C'est un point très important. Et les Chinois. C'est que stratégiquement, ce n'est pas véritablement leur problème. Oui, mais et les défenses iraniennes sont quand même considérablement affaiblies. Et puis moi, je note, du point de vue juste d'un observateur de l'extérieur, que lorsque le ministre des Affaires étrangères iranien, M. Arakchi, a annoncé, c'était vendredi, je crois, que le détroit d'Ormuz était ouvert, il n'a pas précisé que les Iraniens l'avaient déminé pendant la nuit. Donc s'il était ouvert, c'est que probablement il n'y avait pas de mine. Or là, on l'a refermé, on nous dit qu'il y a des mines. C'est une menace et elle suffit à déstabiliser et à empêcher le trafic. Mais est-ce qu'elle est réelle ? On peut franchement en douter parce que les Iraniens sont connus pour dire des choses et malheureusement en faire d'autres ou pas être capables de les faire. Donald Trump aussi, et le brouillard stratégique autour de Oui, mais derrière, il y a quand même des moyens qu'il n'hésite pas à utiliser et qu'il a à sa disposition.